Bonjour à tous, bienvenue sur Morgo, pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons imaginer être à la dérive en mer. Combien de temps pourrions-nous survivre? Imagine un instant, tu te réveilles au milieu de l'océan. Autour de toi, il n'y a ni bateau, ni côte, ni avion dans le ciel, seulement une étendue d'eau qui semble s'étirer jusqu'à l'infini dans toutes les directions. Tu regardes autour de toi en espérant apercevoir quelque chose, mais l'horizon reste parfaitement vide. Le soleil est déjà haut, les vagues montent et descendent lentement et tu réalises soudain que personne ne sait où tu te trouves. Dans cette situation, une question s'impose immédiatement. Combien de temps pourrais-tu réellement survivre? Les films nous ont souvent appris à craindre les requins, les monstres marins ou les tempêtes gigantesques, mais la réalité est bien différente. En pleine mer, les véritables ennemis sont souvent invisibles. La déshydratation, l'hypothermie, les rayons du soleil, l'épuisement physique et même notre propre cerveau représentent des menaces bien plus importantes que les prédateurs marins. Les statistiques des accidents en mer et les témoignages de survivants montrent d'ailleurs que la majorité des décès ne sont pas causés par la faune marine, mais par une succession de phénomènes physiologiques qui s'installent progressivement jusqu'à rendre toute survie presque impossible. Pour rendre cette expérience aussi réaliste que possible, nous allons suivre un scénario précis. Tu viens de tomber d'un bateau en pleine mer. Tu portes un gilet de sauvetage, mais tu ne disposes ni d'un radeau, ni d'eau potable, ni de nourriture, ni d'équipement de survie. Aucun navire n'est visible à l'horizon et personne ne sait exactement où tu es tombé. À partir de cet instant, chaque minute compte, car ton corps va commencer à réagir d'une manière bien différente de ce que la plupart des gens imaginent. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le premier danger n'est ni la soif, ni le froid. Durant les premières minutes, la plus grande menace est la réaction de ton propre organisme face à une situation de stress extrême. Dès que tu comprends que tu es seul, ton cerveau déclenche une réponse de survie en libérant de grandes quantités d'adrénaline et de cortisol. Ton rythme cardiaque augmente brutalement, ta respiration devient plus rapide et tes muscles se contractent afin de préparer ton corps à un effort intense. Cette réaction est parfaitement normale, mais elle peut rapidement devenir dangereuse si tu paniques. Sous l'effet de cette montée d'adrénaline, beaucoup de personnes commencent à respirer beaucoup trop vite. Cette hyperventilation provoque une diminution du dioxyde de carbone dans le sang, ce qui peut entraîner des étourdissements, une sensation d'oppression, des crampes musculaires et parfois même une perte de lucidité. Dans certains cas, la panique pousse les victimes à retirer leur gilet de sauvetage, à nager frénétiquement dans une direction choisie au hasard, ou à gaspiller une énergie précieuse alors qu'aucune terre ne se trouve à proximité. Les spécialistes du sauvetage maritime insistent d'ailleurs sur un point essentiel. Dans une situation de survie, conserver son calme augmente considérablement les chances de prendre les bonnes décisions. Une fois les premiers instants passés, un phénomène beaucoup plus discret s'installe progressivement. Même si tu restes immobile grâce à ton gilet de sauvetage, ton organisme continue de dépenser de l'énergie pour maintenir sa température interne, stabiliser ta respiration et lutter contre le mouvement permanent des vagues. Chaque oscillation de la mer oblige tes muscles à travailler afin de garder la tête hors de l'eau, ce qui représente une dépense énergétique bien plus importante qu'on pourrait l'imaginer. À partir de ce moment-là, les conditions météorologiques deviennent déterminantes. Si l'eau est froide, ton corps perd sa chaleur jusqu'à 25 fois plus rapidement que dans l'air, car l'eau conduit beaucoup mieux la chaleur que l'atmosphère. Même une température de l'eau qui paraît relativement supportable peut provoquer une baisse progressive de la température corporelle après plusieurs heures d'immersion. A l'inverse, si tu te trouves dans une mer tropicale, le risque d'hypothermie est fortement réduit, mais d'autres menaces prennent immédiatement le relais. Le soleil commence à frapper directement ta peau, les rayons ultraviolets provoquent des brûlures de plus en plus importantes et la transpiration entraîne une perte continue d'eau que tu es incapable de compenser. Contrairement à une idée largement répandue, le simple fait d'être entouré d'eau ne protège absolument pas contre la déshydratation. Bien au contraire, l'exposition permanente au soleil, au vent et au sel accélère les pertes hydriques, tandis que les lèvres commencent progressivement à se dessécher sous l'effet du sel marin. Les yeux deviennent irrités, la peau se fragilise et chaque heure qui passe augmente les besoins en eau de ton organisme. Après plusieurs heures passées dans l'eau, ton corps entre dans une phase beaucoup plus difficile. Tu n'as presque rien fait en apparence, pourtant tes muscles sont déjà fatigués. Le simple fait de maintenir ta tête hors de l'eau, de résister au mouvement des vagues et de rester constamment en équilibre sollicite en permanence les muscles du cou, du dos et des épaules, et aussi des jambes. Cette fatigue n'apparaît pas brutalement, mais elle progresse de manière continue jusqu'à rendre chacun mouvement plus coûteux que le précédent. Pendant ce temps, ton cerveau tente désespérément de trouver une solution.
Tu scrutes l'horizon à la recherche d'un navire, d'un avion ou d'une côte, mais l'océan joue un rôle trompeur. Depuis le niveau de la mer, l'horizon est beaucoup plus proche qu'on ne l'imagine, ce qui limite considérablement la distance à laquelle il est possible d'apercevoir un bateau. Plusieurs survivants ont raconté avoir eu l'impression de voir des terres ou des embarcations qui n'existaient pas réellement, simplement parce que leur cerveau cherchait en permanence un espoir auquel s'accrocher. Si personne ne t'a retrouvé avant le coucher du soleil, une nouvelle épreuve commence. La lumière disparaît progressivement, les repères visuels s'effacent et l'immensité de l'océan devient encore plus impressionnante. Même par temps calme, il devient presque impossible d'évaluer la taille des vagues ou la distance qui te sépare d'un éventuel bateau. Chaque bruit semble plus fort, chaque mouvement sous la surface paraît inquiétant, et ton cerveau, déjà soumis à un stress intense depuis plusieurs heures, commence à interpréter le moindre stimulus comme une menace potentielle. La température de l'air diminue également, tout comme celle de l'eau en surface, dans de nombreuses régions du globe. Si ton corps a déjà commencé à perdre de la chaleur au cours de la journée, cette baisse supplémentaire accélère encore le refroidissement. La fatigue devient alors un ennemi redoutable. Tes paupières s'alourdissent, tes muscles réclament du repos, mais dormir est pratiquement impossible. Les vagues continuent de te balloter sans interruption, le sel irrite chaque partie de ton corps et ton cerveau reste en état d'alerte permanente, incapable de véritablement récupérer. À ce stade, moins de 24 heures se sont écoulées, pourtant ton organisme est déjà profondément affecté. Tu n'as toujours rien bu, tu n'as rien mangé, tu commences à manquer de sommeil et tu ignores combien de temps cette situation va encore durer. Et malheureusement, le plus difficile est encore à venir. Après une première nuit passée à dériver au milieu de l'océan, ton corps entre dans une nouvelle phase de survie, beaucoup plus dangereuse que la précédente. Tu n'as toujours pas bu une seule goutte d'eau douce, ton organisme continue pourtant à perdre des liquides à travers la transpiration, la respiration et l'urine, tandis que le soleil recommence à frapper dès les premières heures de la matinée. La sensation de soif, qui était encore supportable la veille, devient désormais omniprésente. Ta bouche est complètement sèche, tes lèvres sont fissurées par le sel et le vent, et chaque mouvement semble demander un effort de plus en plus important. À ce stade, la tentation de boire de l'eau qui t'entoure devient presque irrésistible, car ton cerveau ne comprend qu'une chose. Tu es entouré d'eau, alors pourquoi ne pas en boire ? C'est précisément là que se cache l'un des pièges les plus mortels de l'océan. L'eau de mer contient en moyenne environ 35 grammes de sel par litre, une concentration bien supérieure à ce que les reins humains sont capables d'éliminer. Pour expulser tout ce sel, ton organisme est obligé d'utiliser davantage d'eau qu'il n'en récupère en buvant cette eau salée. Autrement dit, chaque gorgée d'eau de mer accélère encore davantage la déshydratation. Très rapidement, le sang devient plus concentré. Le volume de liquide circulant dans ton corps diminue, ton corps doit fournir davantage d'efforts pour irriguer les organes et ton cerveau commence à manquer progressivement des ressources dont il a besoin pour fonctionner normalement. C'est une situation paradoxale particulièrement cruelle. Plus la soif devient insupportable, plus la seule eau disponible aggrave en réalité tes chances de survie. En parallèle, ton corps commence déjà à économiser son énergie. La sensation de faim existe bien, mais elle reste encore largement dominée par la soif. Contrairement aux idées reçues, un être humain peut survivre plusieurs semaines sans nourriture dans certaines conditions, alors que l'absence d'eau devient rapidement un facteur critique. Ton organisme commence à puiser dans ses réserves de glycogène, puis dans ses graisses afin de produire l'énergie indispensable au fonctionnement des muscles et du cerveau. Tu ne t'en rends pas forcément compte immédiatement, mais chacune de ces réserves est limitée, et leur utilisation progressive s'accompagne d'une fatigue de plus en plus difficile à combattre. À mesure que les jours passent, les effets de la déshydratation ne se limitent plus à une simple sensation de soif. Le cerveau, qui dépend d'un équilibre très précis entre l'eau et les électrolytes présents dans le sang, commence progressivement à perdre en efficacité. Tes pensées deviennent moins claires, ta capacité à prendre des décisions diminue, et il devient beaucoup plus difficile d'évaluer correctement ce qui t'entoure. Des gestes qui auraient semblé absurdes quelques jours auparavant peuvent soudainement paraître parfaitement logiques, simplement parce que ton jugement est altéré. Chez certaines personnes, notamment lorsque la déshydratation est sévère, que le manque de sommeil s'accumule et que le soleil continue de frapper sans interruption, des hallucinations peuvent apparaître. Des survivants de naufrages ont rapporté avoir vu des navires inexistants, entendu des voix ou cru distinguer des côtes qui disparaissaient quelques instants plus tard. Ces phénomènes ne sont pas le signe d'une faiblesse mentale, mais la conséquence directe d'un cerveau soumis à un stress physiologique extrême. L'isolement absolu joue également un rôle important. Depuis plusieurs jours, tu n'as parlé à personne, tu n'entends plus que le bruit des vagues et du vent, et ton cerveau cherche désespérément des repères dans un environnement où tout semble identique. Depuis plusieurs jours, tu n'as parlé à personne, tu n'entends plus que le bruit des vagues et du vent,
Et ton cerveau cherche désespérément des repères dans un environnement où tout semble identique, quelle que soit la direction dans laquelle tu regardes. Pendant ce temps, ta peau continue de souffrir. L'exposition prolongée au soleil provoque des brûlures qui augmentent encore les pertes en eau, tandis que le sel marin irrite les plaies les plus superficielles. Si la mer est agitée, les frottements répétés du gilet de sauvetage finissent par créer des lésions parfois douloureuses au niveau des épaules, du cou ou des bras. Aucun de ces problèmes n'est forcément mortel à lui seul, mais leur accumulation fragilise progressivement un organisme qui ne dispose plus des ressources nécessaires pour se réparer efficacement. Lorsqu'on évoque la survie en pleine mer, les requins reviennent presque systématiquement dans les conversations. Pourtant, dans la réalité, ils sont loin d'être la principale menace pour une personne naufragée. Les attaques de requins restent extrêmement rares à l'échelle mondiale, et la majorité des espèces évitent naturellement le contact avec l'être humain. Les statistiques montrent que les causes de décès les plus fréquentes lors d'un naufrage sont bien plus banales, mais aussi beaucoup plus implacables. L'hypothermie dans les eaux froides, la déshydratation dans les régions chaudes, l'épuisement physique, les blessures, les tempêtes ou encore l'absence de secours dans des délais suffisants. Cela ne signifie pas que la faune marine soit totalement inoffensive. Certaines méduses possèdent un venin extrêmement puissant. Plusieurs espèces de poissons peuvent infliger des blessures sérieuses et des oiseaux marins peuvent parfois s'approcher d'un survivant immobile pendant de longues périodes. Mais dans un scénario réaliste, ces risques restent très largement secondaires par rapport aux effets du soleil, du froid, de la fatigue et du manque d'eau. En réalité, l'océan ne cherche pas à te tuer, il t'impose simplement un environnement auquel le corps humain n'a jamais été conçu pour résister pendant plusieurs jours. Il n'existe malheureusement aucune réponse universelle à cette question, car tout dépend de facteurs extrêmement nombreux. La température de l'eau, la température de l'air, l'état de la mer, la présence ou non d'un gilet de sauvetage, ton état de santé, ton hydratation avant l'accident, les vêtements que tu portes, l'intensité du soleil et même la rapidité avec laquelle les secours commencent les recherches peuvent modifier complètement l'issue de la situation. Dans une eau très froide, l'hypothermie peut devenir mortelle en quelques heures seulement. A l'inverse, dans une eau chaude avec un gilet de sauvetage, certaines personnes ont réussi à survivre plusieurs jours avant d'être secourues, mais toujours au prix d'une déshydratation et d'un épuisement extrêmement important. C'est précisément pour cette raison que les spécialistes de la survie maritime insistent autant sur la prévention. Porter un gilet de sauvetage, signaler immédiatement une personne tombée à la mer, disposer de moyens de localisation comme une balise de détresse et lancer les recherches les plus rapidement possible augmente considérablement les probabilités de survie. Dans ce type d'accident, ce ne sont pas les capacités physiques exceptionnelles qui font la différence, mais bien les premières minutes qui suivent la chute et la rapidité avec laquelle les secours sont alertés. Prenons le cas de José Alvarenga. L'histoire de José Salvador Alvarenga montre à quel point la réalité peut parfois dépasser la fiction. En novembre 2012, ce pêcheur quitte les côtes du Mexique avec un jeune équipier pour une simple sortie de pêche qui devait durer moins de 24 heures. Mais quelques heures après leur départ, leur petite embarcation est prise dans une violente tempête qui endommage le moteur et coupe tous les moyens de communication. Incapables de retrouver la Terre, les deux hommes commencent alors une dérive qui va les entraîner au milieu de l'océan Pacifique pendant des mois. Pour survivre, Alvarenga est contraint de boire de l'eau de pluie lorsqu'elle tombe, de capturer des poissons, des tortues et parfois même des oiseaux marins qu'il consomme crus. Chaque journée est une lutte contre la faim, la soif, le soleil, les tempêtes et surtout l'isolement. Après plusieurs mois en mer, son compagnon meurt d'épuisement, laissant Alvarenga complètement seul face à l'immensité de l'océan. Contre toute attente, après environ 438 jours de dérive, son embarcation finit par s'échouer sur un atoll des îles Marshall, à plus de 10 000 km de son point de départ. Amaigri, profondément déshydraté et marqué psychologiquement par cette épreuve hors du commun, José Salvador Alvarenga devient l'un des survivants ayant vécu l'une des plus longues dérives en mer jamais documentées. Son histoire rappelle qu'en pleine mer, le véritable combat ne se livre pas seulement contre les éléments, mais aussi contre le découragement et la solitude. Finalement, survivre seul en pleine mer ne consiste pas à lutter contre des monstres marins ou à affronter des créatures sorties d'un film d'aventure. Le véritable combat se déroule à l'intérieur de ton propre corps, qui tente désespérément de maintenir son équilibre malgré la déshydratation, la fatigue, les variations de température et l'isolement psychologique. Heure après heure, ton organisme consomme ses réserves, ton cerveau perd progressivement en lucidité et chacun de tes choix devient plus difficile que le précédent, jusqu'à ce que le moindre espoir repose sur un élément que tu ne contrôles absolument pas, être aperçu à temps. La prochaine fois que tu regarderas l'océan depuis une plage ou le pont d'un bateau, souviens-toi qu'il ne s'agit pas seulement d'une immense étendue d'eau,
C'est l'un des environnements les plus exigeants de notre planète, capable de mettre le corps humain à l'épreuve comme peu d'autres endroits sur Terre. Pense à t'abonner à Morgo car nous continuerons à explorer les situations les plus extrêmes que notre planète et l'univers peuvent nous réserver.